Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, un sujet assez costaud mais absolument essentiel, la capture directe dans l'air. L'idée, c'est de décortiquer ça ensemble, de voir comment ça marche et surtout de comprendre pourquoi ça fait autant jaser. Regardez bien ce graphique, c'est la fameuse courbe de Killing. Et franchement, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour comprendre le message. La concentration de CO2 dans l'air, elle n'arrête pas de monter. Et le pire, c'est que la courbe devient de plus en plus raide. C'est un peu comme si on regardait l'électrocardiogramme de la planète et que le cœur s'emballe de plus en plus vite. 428 parties par million. Bon, dit comme ça, ce chiffre peut sembler un peu abstrait, hein. Mais pour qu'on se rende bien compte, il faut comprendre une chose. C'est un niveau de CO2 que l'humanité dans toute son histoire n'avait jamais connu. Jamais. Et attention, là on ne parle plus de ce qui pourrait arriver. Non, non. Le GIEC, la référence en la matière, le confirme. On a déjà réchauffé la planète de 1,1 degré à cause de nos activités. On vit déjà dans un climat qui a changé. Et sur la cause, le consensus scientifique est total. La discussion est close en fait. Donc ce n'est vraiment pas une histoire pour les générations futures. C'est maintenant. L'année 2024 a été la toute première année complète où on a dépassé ce fameux seuil de 1,5 degré, celui de l'accord de Paris. C'est plus qu'un signal d'alarme là, c'est la sirène qui hurle. Bon, le constat est assez brutal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La conclusion, elle est inévitable. Juste appuyer sur le frein des émissions, ça ne suffira plus. Il faut aussi, en parallèle, commencer à nettoyer ce qui est déjà là-haut, dans l'atmosphère. Et c'est là qu'entre en jeu tout un ensemble de solutions qu'on appelle les technologies à émissions négatives, les TEN. L'idée, c'est exactement ça. On ne se contente plus de limiter les dégâts, on passe en mode nettoyage. On veut retirer du carbone. Mais attention, il n'y a pas de baguette magique. Le mieux, c'est de voir ça comme une grosse boîte à outils. Dedans, on a des choses qu'on connaît bien, des approches très naturelles comme planter des arbres, améliorer les sols. Et puis, à côté, on a des outils beaucoup plus high-tech, de la pure ingénierie. Allez, dans cette boîte à outils, aujourd'hui, on va zoomer sur l'un des plus fascinants, mais aussi des plus controversés, la capture directe dans l'air, ou DAC pour les intimes. Alors, le DAC, c'est quoi exactement? L'idée, ce n'est pas d'attraper le CO2 juste quand il sort d'une cheminée d'usine, là où il est très concentré. Non. Le défi du DAC, c'est d'aller le chercher directement dans l'air ambiant, là où il est mélangé, dilué, partout. Pensez à un purificateur d'air géant, mais à l'échelle de la planète. Mais comme on le voit ici, c'est une technologie qui est un peu à double tranchant. D'un côté, les promesses sont énormes. On peut installer ces usines n'importe où, et ce qu'on capture, on peut le stocker de façon permanente. Mais de l'autre, oula, les inconvénients sont tout aussi énormes. Ça demande une quantité d'énergie et d'argent colossale. Justement, pour qu'on se représente bien l'ampleur du défi, surtout le défi énergétique, petite question. À votre avis, pour capturer une seule, unique, petite tonne de CO2, combien d'air on doit faire passer dans la machine? Accrochez-vous bien. La réponse, c'est presque 2 millions de mètres cubes d'air. 2 millions de mètres cubes, ça ne parle pas forcément. Alors imaginez, 720 piscines olympiques, voilà le volume d'air qu'il faut grasser, filtrer, traiter, juste pour extraire une tonne de CO2. Une seule. Ça donne une idée de à quel point ce gaz est dilué. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin, mais à l'échelle moléculaire. Et voilà, on arrive au cœur du problème, le talon d'Achille du DAC, la facture énergétique. Parce que pour brasser ces 720 piscines olympiques d'air, il faut des ventilateurs énormes, et ça consomme une énergie folle. Là, on rentre un peu dans la mécanique, mais c'est super important. Toute l'efficacité de l'usine, ou presque, repose sur le design d'une seule pièce, le contacteur d'air. En gros, c'est le filtre géant qui va attraper le CO2. Et il y a deux écoles, deux designs principaux, comme on le voit ici. Et la différence entre les deux est spectaculaire. Le design de gauche, le granuleux, il freine l'air, il crée une résistance énorme. Les ingénieurs appellent ça une chute de pression. À droite, le design en monolithe, qui ressemble un peu à un nid d'abeilles, laisse l'air passer beaucoup plus facilement. Le résultat? Regardez les chiffres. Le premier design crée 23 fois plus de résistance que le second, 23 fois. Et cette différence, elle n'est pas anodine du tout. Elle a un impact direct sur la consommation d'énergie de toute l'usine. Ça se voit très bien dans ce tableau qui compare les grandes familles de technologies DAC. Chacune a ses propres besoins, sa propre recette en quelque sorte, avec plus ou moins d'électricité et plus ou moins de chaleur, et à des températures très différentes. Donc, au bout du compte, les ingénieurs se retrouvent face à un dilemme, un vrai choix stratégique. Soit ils construisent un réacteur plus petit, plus compact, qui attrape le CO2 plus vite,
mais qui est un véritable gouffre énergétique, soit ils construisent un réacteur bien plus grand, qui prend plus de place, mais qui est lui beaucoup plus sobre en énergie. C'est un compromis fondamental. Alors, avec tous ces défis, ces coûts, cette complexité, on peut légitimement se demander « mais pourquoi s'acharner ? Pourquoi continuer à développer cette technologie ?» Eh bien, la réponse est simple et un peu effrayante, parce que l'arithmétique du climat ne nous laisse plus vraiment le choix. Regardez ces chiffres du GIEC. Ils montrent clairement le lien de cause à effet. Pour espérer rester sous la barre des 1,5 degrés, la quantité de carbone qu'on devra retirer de l'air chaque année dépend directement de la vitesse à laquelle on réduit nos émissions maintenant. En gros, si on traîne des pieds aujourd'hui, la quantité de CO2 à nettoyer d'ici 2050 pourrait doubler. Chaque tonne qu'on ne réduit pas aujourd'hui, c'est une tonne qu'il faudra aller repêcher plus tard à un coût bien plus élevé. Tout ça nous laisse avec une question finale, une question qui est à la fois provocante et, soyons honnêtes, assez dérangeante. Est-ce que cette technologie, la capture directe dans l'air, est vraiment l'outil miracle qui va nous aider à réparer le climat? Ou est-ce que c'est plutôt une sorte d'assurance vie extrêmement chère à un plan B coûteux parce qu'on n'a pas eu le courage de mettre en œuvre le plan A à temps?